Bon, avant de commencer le cours d'intégration 1, bon, je vais commencer par je crois, 2 ou 3 séances de révision où on va introduire et on va rappeler plutôt des notions qui sont indispensables pour la suite de ce cours. Okay. Donc, c'est pour cette raison que je ne vais pas parler de l'intégration de Lebesgue maintenant. Je ne vais pas faire un aperçu sur ce qu'on va faire au cours de ce semestre, parce qu'il s'agit tout simplement de séances de révision. Bon, je parlerai du contenu de ce cours lorsqu'on commencera vraiment le cours d'intégration, Inch'Allah. Allons-y. Bon. Rappel et préliminaire. Quelques rappels sur les ensembles que vous connaissez certainement et que vous devez connaître. Première définition. Soit I et E, deux ensembles non vides. Bon, d'abord, avant de définir une famille, bon, je vais rappeler la définition d'une suite. Une suite Xn, n appartient à n, est une application de n vers une suite dans un ensemble E. Hein, une suite Xn, n appartient à n, dans un ensemble E, est une application de n vers E. Qui est X, c'est une application phi, de n vers E. Qui a n associé phi de n. Qu'on note X indice n. Ça, vous le savez. Tout de suite, est une application. Hein, est une application de n vers E, est une application de n étoile vers E, est une application de l'ensemble des entiers supérieur ou égal à 2 vers E, et ainsi de suite. OK? Bah, X0, si l'application est définie sur n, bon, le premier X0 sera appelé le premier terme. Bon, si l'application est définie sur n étoile, le premier terme sera appelé X1 et ainsi de suite. X1 est le premier terme. OK. Bon, de manière similaire, on va définir une famille d'éléments d'un ensemble E. Donc, soit I et E, deux ensembles non vides. On appelle famille d'éléments de E indexés par I. I, ça sera l'ensemble des indices, indexés par I. Toute application phi de I vers E, qui a I associé, phi de I égale à X indice I, qu'on notera tout simplement X indice I. Donc une famille, c'est tout simplement une famille indexée par I, et tout simplement une application de I vers E. C'est similaire à la définition d'une suite. La seule différence, c'est qu'une suite est définie sur N. Elle est indexée par l'ensemble N, ou par N étoile. Par contre, une famille peut être indexée par n'importe quel ensemble, un ensemble non vide quelconque, quelle que soit la nature des éléments. Okay. Bon, une telle famille sera tout simplement notée X indice I, I appartient à I. Hein? Et I sera appelé l'ensemble des indices de cette famille. Donc, comme exemple, par exemple, considérons cette famille, A1 plus A racine de 2, A variant dans Q. Quel que soit A appartient à Q, ça c'est un nombre réel, bien sûr. Donc ici, c'est une famille de nombres réels. C'est une application définie de Q vers R. Et est une famille d'éléments de R indexés par Q. Q est l'ensemble des indices. Donc les éléments ici sont des nombres réels. Regardez le deuxième exemple. La famille formée par les intervalles semi-ouverts 0x, tel que X appartient à R+. C'est une famille d'éléments de P de R, parce que 0x est une partie de R, donc elle appartient à P de R. Et il est indexé par R+. Remarque, une suite Xn, on l'a déjà dit, toute suite Xn, n appartient à n, dans un ensemble E, est une famille d'éléments de E indexée par n. On peut parler aussi, bien sûr, de suite indexée par n étoile, et ainsi de suite. Deuxième définition, soit AI. I appartient à I, une famille de parties d'un ensemble E. On définit l'intersection et la réunion des ensembles AI, notés respectivement intersection lorsque I appartient à décrit I, des AI,
et la réunion I appartient à I de I par. Il suffit de regarder ces deux équivalences-là. Vous connaissez déjà la définition. Ce sont deux équivalences à retenir. X appartient à l'intersection des AI si et seulement si, quel que soit I appartient à I, X appartient à AI. Autrement dit, X est dans tous les AI. X appartient à la réunion des AI si et seulement si il existe I appartient à I, tel que X appartient à AI. Il suffit que X soit dans un AI, ou plus, bien sûr. Convention souvent très utile. On convient que par convention, on pose la réunion sur I appartient à vide de AI égale le vide. C'est une convention qui est très, très, très utile pour la suite. OK? Ça permet de simplifier l'écriture, la tâche, ainsi de suite. Les raisonnements. OK? Et par conséquent, si on adopte cette convention, automatiquement, on a celle-là. L'intersection sur I appartient à vide de AI égale E, et non pas le vide, attention. Pour garder les propriétés du passage complémentaire. OK? C'est ça la raison. Donc, comme exemple, l'intersection lorsque A est strictement positif, décrit 0 plus infini ouvert, du segment moins AA, c'est le singleton 0. C'est évident. Parce que 0, il appartient à moins AA, quel que soit A strictement positif. Donc, il appartient à cette intersection. Hein? Donc, vous avez l'inclusion inverse. Maintenant, pour l'inclusion directe, si X appartient à cette intersection, alors il appartient à moins AA, quel que soit A strictement positif. En particulier, X est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, par passage à la limite, la règle des gendarmes, X égale 0, d'où l'égalité. Bon, on montre de manière similaire que la réunion, lorsque A décrit 0 plus infini ouvert de moins A égale R. Troisième définition. Soit B1, B2 et Bn des ensembles non vides. On appelle produit cartésien de B1, B2 et Bn l'ensemble noté B1 croix B2 croix des points croix Bn ou cette notation qui se lit produit de I égale 1 à n de BI. Ça ressemble à la notation somme. On a la somme de I égale 1 à n, on a aussi le produit de I égale 1 à n, défini par cette égalité. C'est l'ensemble, ce qu'on appelle les énuplés. Hein? Les énuplés x1, x2, xn, tels que x1 appartient à b1, x2 appartient à b2, et ainsi de suite, xn appartient à bn, xi appartient à bi, quel que soit i. Bon, par convention, si l'un des bi ou l'un au moins des bi est vide, par convention, le produit est vide. Et c'est une convention naturelle. Et en particulier, hein, pour n égale 2, produit de i égale 1 à 2, c'est B1 croix B2, c'est l'ensemble des couples X1, X2, tel que X1 appartient à B1 et X2 appartient à B2. Voilà donc pour le produit. Donc, dans toute la suite de ce cours, le complémentaire d'une partie d'un ensemble E sera noté AC. Pour la simplicité de l'écriture, on le notera tout simplement AC, c'est en exposant. Ça désignera pour nous, ça désignera toujours le complémentaire de l'ensemble A dans l'ensemble E, bien sûr. Propriétés importantes et en général simples, ce sont des propriétés que vous devez connaître. Vous les avez vues certainement en première année en algèbre. Soit E et F, deux ensembles non vides, et F de E vers F, une application. Alors on a les propriétés suivantes. Si B est une partie de F, alors l'image réciproque du complémentaire, c'est le complémentaire de l'image réciproque de B, bien sûr. Si BI est une famille de parties de F, alors l'image réciproque de la réunion des BI, c'est la réunion des images réciproques. Et l'image réciproque de l'intersection des BI, c'est l'intersection des images réciproques. OK? Si A est une famille maintenant de parties de E, alors on a l'image directe de la réunion des AI, c'est la réunion des images directes des AI. Par contre, pour l'intersection, on a l'image directe de l'intersection est contenue dans l'intersection des images directes. Bon, là, on a l'égalité lorsque F est injective. Si F est injective, on a l'égalité quelle que soit la famille AI. Quatrième propriété, quel que soit A appartient
P de E, A est inclus dans F-1 de F de A. On a l'égalité si F est injective. Si B appartient à P de F, on a F de F-1 de B contenu dans B. On a l'égalité si F est surjective. Ce sont des propriétés connues et faciles à établir. Sixième propriété, si B1, B2 et Bn sont des ensembles quelconques, alors le produit est vide si seulement si l'un ou moins des B est vide. C'est par définition. Regardez la définition du produit, la définition précédente. Septième propriété, qui est une propriété très importante qui nous sera utile pour la suite. Si A et B sont deux parties de E et si C et D sont deux parties de F, alors on a A croix C inter B croix D égale A inter B croix C inter D. C'est très simple à vérifier parce que si le couple XY appartient à cet ensemble, ça veut dire que X appartient à A et Y appartient à C et X appartient à B et Y appartient à D. Donc vous voyez, on a et partout. Donc on peut permuter. Donc ce qui donne alors X appartient à A inter B et Y appartient à C inter D. Bon, de même, on établira cette propriété. A croix C union D, c'est A croix C union A croix D. OK? Donc, vous voyez, le produit cartésien est distributif par rapport à la réunion à droite. Et il est aussi distributif par rapport à la réunion à gauche. Donc, A union B croix C, c'est A croix C union B croix C. Huitième propriété, je ne sais pas si c'est la dernière, pardon, peu importe. Alors, regardez ici en bas, huitième propriété, si A est une partie de E et B est une partie de F, alors on a le complémentaire de A croix B, c'est AC croix F, union E croix BC. Ça, si vous voulez, c'est la formule générale. Okay, parce que XY, regardez, le couple XY appartient à A croix BC, veut dire, c'est équivalent à dire que le couple XY n'appartient pas à A croix B. C'est équivalent à X n'appartient pas à A ou Y n'appartient pas à B. Pour la première, X n'appartient pas à A. Ça veut dire X appartient à un C et Y est quelconque. Pour la deuxième, Y n'appartient pas à B. Ça veut dire qu'Y appartient à BC et X est quelconque. Donc, pour la première, vous avez le couple XY appartient à AC croix F ou XY appartient à E croix BC, d'où l'égalité. OK? Bon. Mais l'handicap de cette égalité, c'est que ces deux ensembles-là ne sont pas disjoints. Regardez l'intersection de cet ensemble et de cet ensemble en appliquant la propriété I ici. Regardez cette propriété, cette I. Donc, en appliquant cette propriété ici, donc l'intersection de ces deux ensembles, c'est AC croix BC. Hein? Or, en probabilité, en intégration, on a intérêt à avoir des ensembles disjoints. Vous vous rappelez certainement en probabilité, lorsqu'on a deux événements disjoints, C, D par exemple, la probabilité de C union D, c'est la probabilité de C plus la probabilité de D, c'est parce qu'elles sont disjoints. On a toujours intérêt à avoir des ensembles, des événements en probabilité, des ensembles disjoints. Donc, pour avoir des ensembles disjoints, on a ces deux égalités. Le complémentaire de A croix B, c'est AC croix F union A croix BC. Bon, parce que ici, AC croix BC est compté deux fois. AC croix BC est là, il est contenu dans cet ensemble, et il est contenu dans cet ensemble. Donc, pour avoir deux ensembles, et c'est l'intersection, bien sûr. Donc, pour avoir deux ensembles disjoints, il suffit de supprimer AC croix BC d'un côté. On la supprime de cet ensemble, ou bien de cet ensemble. Donc, là, on prend le premier tout entier, AC croix F, union. Donc, si on supprime ici AC croix BC, qu'est-ce qu'il nous reste? A croix BC. Ou bien on retient cet ensemble, E croix BC, le voilà, ici, et on supprime ici AC croix BC. Donc, qu'est-ce qu'il reste si on supprime AC croix BC? Il reste AC croix B. Donc, on obtient E croix BC union AC croix
BC. Ces deux ensembles sont bien évidemment disjoints et ces deux ensembles sont bien évidemment disjoints. C'est trivial. Voilà donc pour les propriétés. Donc, considérons maintenant deux ensembles d'indices non vides, deux ensembles non vides I et J, et une famille AIJ indexée par le produit cartésien I croix J. Donc, c'est la famille AIJ, telle que le couple IJ décrit l'ensemble I croix J, qui est une famille de parties de l'ensemble E. Bien sûr, on l'a déjà dit, indexée par I croix G. Voilà. Cette égalité-là, regardez, l'intersection sur I appartient à I de la réunion sur J appartient à J de A et J, bon, en général, on croit qu'on peut permuter les deux opérations, la réunion et l'intersection. Mais c'est faux. C'est faux, même si I et J sont finis. Cette égalité est fausse en général. On n'a pas le droit de permuter l'intersection et la réunion. OK? Ce n'est pas la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion ou la distributivité de la réunion par l'intersection. C'est totalement différent. Donc, cette égalité est fausse en général, même si I et J sont finis, comme le montre l'exemple suivant. Bon, regardez cet exemple-là. Soit l'ensemble E égale AB, deux éléments, une paire, et les ensembles I et J, I égale J égale la paire 1, 2. A1 égale A2, 2 égale A, et A12 égale A21 égale B. Bon, il est clair que, regardez l'intersection de la réunion. Donc, l'intersection, lorsque I appartient à I, n'oubliez pas que I, c'est une paire, c'est l'ensemble 1, 2. Et J, c'est l'ensemble 1, 2. Donc, si je remplace I par 1, 2 et J par 1, 2, j'obtiens ceci. C'est une intersection, bien sûr. C'est une intersection de réunion. Voilà, c'est une intersection de deux réunions. Voilà les deux réunions. OK? A1 union A1, 2. A11, c'est A. Et A12, c'est B. Donc là, vous avez le singleton B. Et là, vous avez le singleton A. Donc la réunion, c'est AB, c'est-à-dire c'est E. Par contre, la réunion de l'intersection, là, c'est une réunion de deux intersections. Donc, vous avez, c'est une réunion de deux intersections. A11 inter A21. A11, c'est le singleton A. Et A21, c'est le singleton B. Donc, leur intersection, c'est l'ensemble vide. De même, ici, vous avez l'ensemble vide. Donc, la réunion, c'est l'ensemble vide. Donc, vous voyez, ils sont différents. On obtient même les extrêmes ici. On obtient le plus petit ensemble et le plus grand ensemble. E, c'est la paire. Il contient uniquement deux éléments. Mais on a toujours cette inclusion. La réunion des intersections est contenue dans l'intersection des réunions et non pas le contraire. Voilà donc pour le premier paragraphe. Pour le deuxième paragraphe, sur des rappels sur les ensembles dénombrables. Bon, un ensemble E est dit dénombrable s'il est équipotent à N, c'est-à-dire s'il existe une bijection de N vers E ou bien une bijection de E vers N. Donc, s'ils sont en bijection, on dira que, si E et N sont en bijection, on dira que E est un ensemble dénombrable. L'ensemble E est dit au plus dénombrable, au plus veut dire au maximum dénombrable. S'il est fini ou dénombrable. Donc là, il faut faire attention. Si vous utilisez un bouquin de mathématiques, un livre de mathématiques, il faut regarder la définition que l'auteur donne à un ensemble dénombrable. Il y a deux définitions en général. Okay? Il y en a qui appellent ensemble dénombrable un ensemble fini ou en bijection avec N. Il ne parle pas d'ensemble au plus dénombrable. Pour nous, dans toute la suite, un ensemble est dénombrable s'il est en bijection avec N. Un ensemble qui est fini ou dénombrable est dit ensemble au plus dénombrable. Bon, exemple, les ensembles N, Z, Q, N croix N, Z croix Z et Q croix Q sont dénombrables. On pourra s'amuser à construire des bijections entre N et ces ensembles. Ok?
Ok. Tous ces ensembles sont dénombrables. Ok. Deuxième exemple, les ensembles R, 0, 1 et 0, 1 à la puissance n, c'est-à-dire là c'est l'ensemble des suites à valeur dans 0, 1. Sont des ensembles infinis non dénombrables. Okay. Tout intervalle AB avec A strict, tout intervalle AB avec A strictement inférieur à B est non dénombrable, est infini non dénombrable. Bien sûr, un ensemble dénombrable est automatiquement infini. Ok. Et là, bien sûr, la réciproque est fausse. Un ensemble peut être infini sans qu'il soit dénombrable. L'exemple, par exemple, vous avez R. R est infini, mais il n'est pas dénombrable. Donc, à retenir, un ensemble dénombrable est toujours infini. Ok. Un ensemble dénombrable est toujours infini puisqu'il est en bijection avec n. Ok. Donc, il ne peut pas être fini. Remarque suivante. L'ensemble E est au plus dénombrable si et seulement si il est équipotent à une partie de n. Donc, par définition, un ensemble est au plus dénombrable s'il est fini ou dénombrable. OK? Bon. Lorsqu'il est fini, il est équipotent à une partie finie de n. Lorsqu'il est infini, il est équipotent à n ou à une partie infinie de n. Clair? Donc, un ensemble E est au plus dénombrable si, seulement si, il est en bijection avec une partie de n. Si cette partie est finie, l'ensemble est fini. Si cette partie est infinie, l'ensemble est dénombrable. Remarque suivante. E est dénombrable si seulement si, on peut dénombrer ces éléments. Voilà x1, voilà x2, voilà x3, voilà x4, et ainsi de suite. On peut les dénombrer. OK? Donc, E est dénombrable si seulement s'il existe une suite xn, n appartient à n, d'éléments 2 à 2 distincts de E, tels que E égale l'ensemble des xn, n variant dans n. Ça provient de la définition, parce qu'un ensemble E est dénombrable s'il existe une bijection phi de n vers E, qui est une bijection. OK? Donc, je pose xn égale phi n. Donc, E égale l'ensemble des xn, c'est bien une suite, par définition d'une suite. Ils sont 2 à 2 distincts parce que phi est une bijection. Phi est une bijection, donc vous avez phi de n différent de phi de m, quel que soit n différent de m. Donc, xn est différent de xm, quel que soit n différent de m. Donc, quelques propriétés. Toute partie d'un ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable, c'est évident. OK? Toute réunion, là vous pouvez regarder le cours de première année, le cours d'algèbre 1 ou algèbre 2, je ne me rappelle pas. Donc, toute réunion au plus dénombrable, d'ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable. On veut dire par réunion, lorsqu'on dit réunion au plus dénombrable, ça veut dire que c'est l'ensemble des indices I qui est au plus dénombrable. Donc, si l'ensemble des indices I est au plus dénombrable, et si tous les ensembles AI sont au plus dénombrables, cette réunion est au plus dénombrable. Donc, on énonce tout simplement de cette manière, toute réunion au plus dénombrable, d'ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable. Ce résultat est faux si l'ensemble des indices I n'est pas au plus dénombrable, comme on peut le voir dans cet exemple ici. Je reviendrai après. Troisième propriété, tout produit fini d'ensemble au plus dénombrable est au plus dénombrable. C'est-à-dire, si A1, A2 et AN sont des ensembles au plus dénombrables, alors leur produit cartésien est un ensemble au plus dénombrable. Donc, le produit cartésien de deux ensembles au plus dénombrables est un ensemble au plus dénombrable. Le produit cartésien de trois ensembles au plus dénombrables est un ensemble au plus dénombrable, et ainsi de suite. Bon. L'exemple qui montre que le résultat de la propriété est faux est le suivant. Bon, il suffit de prendre I égale R. EX égale le singleton X, quel que soit X appartient à R. Là, vous avez la famille EX indexée par R. EX lorsque X décrit R. Et EX, c'est tout simplement le singleton X. EX est fini, quel que soit X. Donc, il est au plus dénombrable, quel que soit X appartient à R. Par contre, la réunion des ensembles EX, c'est R.
il n'est pas au plus dénombrable. Il est infini, non dénombrable. Troisième paragraphe. Fonction caractéristique d'un ensemble. Bon, soit A, une partie d'un ensemble non vide, E, on appelle fonction caractéristique ou indicatrice. C'est la terminologie préférée par les probabilistes, l'indicatrice. En intégration, on utilisera les deux, caractéristique ou indicatrice. Donc, on appelle fonction caractéristique de A l'application réelle, c'est-à-dire à valeur dans R, notée qui indice A ou un indice A, la notation des probabilistes. Okay? Définie sur E par qui A de X égale 1 si X appartient à A, 0 si X n'appartient pas à A. Donc, en fait, la fonction caractéristique A, elle prend au maximum de valeurs, 1 et 0. Propriété immédiate, soit A et B, deux parties de E, en établissant sans aucune difficulté les propriétés suivantes. Qui de vide égale 0, hein, parce que quel que soit X appartient à E, X n'appartient pas au vide. Donc, on est dans ce cas-là. Quel que soit X appartient à E, X n'appartient pas au vide, si A égale le vide. Donc, vous avez qui vide de X égale 0, quel que soit X appartient à E. Bon, de même, qui E de X égale 1, quel que soit X appartient à E. Donc, qui E, c'est la fonction constante 1, et qui vide, c'est la fonction constante 0. Bon, on établit aussi facilement que A est inclus dans B si et seulement si qui A est inférieur ou égal à qui de B. Et en particulier, bien sûr, A est égal à B est équivalent à qui A égale qui de B. C'est pour cette raison qu'on l'appelle fonction caractéristique, parce qu'il permet de caractériser l'appartenance à l'ensemble A. A égale B si et seulement si qui A égale qui de B. Qui de A inter B, c'est qui A fois qui de B. C'est aussi l'inf de qui de A, qui de B. Ce sont des propriétés faciles à établir. Et bon, il suffit de distinguer les cas nécessaires. Qui de A union B, c'est qui de A plus qui de B moins qui de A, qui de B. Bon, pourquoi ici moins qui de A, qui de B? Parce que les éléments de A inter B sont comptés ici deux fois. Ils sont comptés dans A, donc ils sont comptés ici, ils sont comptés dans B. Donc il faut retrancher qui de A inter B, qui est égal à qui de A, qui de B. Et c'est égal aussi à sup de qui de A, qui de B. Qui du complémentaire de A, c'est 1 moins qui de A. Qui de A delta B, c'est la valeur absolue de qui de A moins qui de B. Attention, il ne faut pas oublier la valeur absolue. Qui de A delta B, c'est la valeur absolue de qui de A moins qui de B. Si F est une application de E vers F et C est inclus dans F, alors on a qui de l'image réciproque de C égale à qui de C rend F. Bon, pour la démonstration, c'est immédiat. Il suffit de montrer que qui de f moins 1, c de x égale 1, équivalent à qui c rend f de x égale 1. Ou bien qui de f moins 1 de c égale 0, équivalent à qui c rend f de x égale 0, ceci quel que soit x, bien sûr. Bon, en effet, on a pour tout x appartient à E, qui f moins 1 de c égale x, bon, par définition, quand est-ce que la fonction caractéristique est égale à 1? C'est lorsque x appartient à cet ensemble. C'est équivalent à x appartient à f moins 1 de c. Ce qui est équivalent à dire que f de x appartient à c, par définition de l'image réciproque. F de x appartient à c, c'est équivalent que la fonction caractéristique de c appliquée à f de x égale 1. C'est-à-dire qui c rend f de x égale 1. Et ceci pour tout x, d'où l'égalité. Là aussi, c'est une propriété utile. Qui f moins 1 de c égale qui de c rend f. Bon. Si AI, I appartient à I est une famille quelconque de parties de E. Donc, c'est une famille dans P de E. On a alors qui de la réunion, c'est sup des qui de AI. Et qui de l'intersection, c'est l'inf des qui de AI. Là aussi, c'est simple à vérifier. Les AI ici ne sont pas nécessairement disjoints de Z2A. Ce sont des parties de E quelconques. Okay? Si de plus, on a une suite de sous-ensembles 2A2 disjoints, en gras de E, alors on a aussi qui de la réunion. Bon, d'une part, qui de la réunion, c'est sup, ok? Mais on a aussi qui de la réunion égale la somme. N supérieur égal à 1, qui de AN.
Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Une autre fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pendant la première séance de révision, on a parlé de quelques rappels sur la théorie des ensembles, sur les ensembles au plus dénombrables et au plus dénombrables, et sur les fonctions caractéristiques qui sont des notions très utiles pour la suite de ce cours. Bon, dans cette deuxième séance de révision, on va parler de la droite achevée R bar et de la limite supérieure et la limite inférieure d'une suite d'éléments de R bar et d'une suite de fonctions. Donc, commençons par la droite achevée R bar. R bar, c'est R union les deux points moins l'infini et plus l'infini. Bon, bien sûr, on peut prolonger l'ordre usuel de R à R bar qu'on note toujours inférieur ou égal, bien sûr, hein, et qui vérifie cette propriété. Quel que soit x appartienne à R, x est compris entre moins l'infini et plus l'infini, strictement. Et bien sûr, l'ordre entre deux nombres réels, c'est l'ordre usuel de R. Bon, pour cette relation d'ordre sur R bar, tout sous-ensemble non vide de R bar admet une borne supérieure et une borne inférieure dans R bar. Il suffit que cet ensemble soit non vide. Ce qui n'est pas le cas dans R. Bon, par exemple, 0 plus infini, ouvert, n'admet pas de borne supérieure dans R. Mais il admet une borne supérieure dans R bar. C'est plus infini. D'autre part, si on prend une famille à double indice, IJ, c'est-à-dire indexée par un produit cartésien I croix J, une famille XIJ, le couple IJ appartenant à I croix J, d'éléments de R bar, bien sûr, indexés par I croix J, alors on a la borne supérieure de XIJ lorsque IJ décrit I croix J, c'est la borne supérieure sur I appartient à I de la borne supérieure sur J appartient à J de XIJ. C'est la borne supérieure sur J appartient à J de la borne supérieure sur I appartient à I de XIJ. Donc ici, on peut permuter les deux bornes supérieures. La borne supérieure sur I appartient à I, et la borne supérieure sur J appartient à J. Bon, comment on calcule, par exemple, cette double borne supérieure ici? Pour tout I appartient à I fixé, on calcule la borne supérieure de la famille XIJ lorsque J décrit J, I étant fixé. Okay? C'est un élément de R bar qui dépend de I, bien sûr. Donc là, on obtient un élément YI appartenant à R bar. Donc on obtient sup sur I appartient à I de YI. C'est la borne supérieure d'une nouvelle famille. Y sup sur I appartient à I, YI. Bon, la même chose se passe ici. Donc, à retenir, on peut permuter, lorsqu'on a une famille à double indice, on peut permuter les deux bornes supérieures. Bien sûr, il faut que J ne dépend pas de I, de l'indice I. Okay? C'est-à-dire que les ensembles I et J soient des ensembles indépendants. Opérations algébriques dans R bar, vous les connaissez. Par exemple, x plus infini, x plus infini, c'est plus infini plus x égale plus infini. Même chose pour moins l'infini. Plus l'infini plus infini égale plus infini fois plus infini égale moins l'infini fois moins l'infini égale plus infini, ainsi de suite. Bon, pour le produit de l'infini par un réel, x fois plus l'infini égale l'infini fois x égale plus l'infini si x est strictement positif. Et c'est moins l'infini si x est strictement négatif. On a ici un résultat similaire, ici. Bon, bien sûr, pardon. Bon, bien sûr, la somme plus l'infini moins l'infini et le produit 0 fois l'infini,
secondes. Bon, la somme plus l'infini plus moins l'infini, le produit zéro fois ne sont pas définis dans R-bar. Mais pour les besoins de la théorie de la mesure et de l'intégration, il sera convenable d'adopter la convention 0 fois l'infini égale l'infini fois 0 égale 0. C'est une convention très, très utile pour cette théorie. Et elle sera justifiée, bien sûr, ultérieurement. Mais là, il faut faire attention. 0 fois l'infini restera toujours une forme indéterminée pour le calcul de limite. Donc, ça veut dire que cette condition est réservée uniquement à la théorie de l'intégration. Si vous avez, par exemple, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sinus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, vous avez la forme indéterminée, l'infini fois 0. Mais on effectue un changement de variable y égale 1 sur x, bien sûr, cette limite est égale à 1. OK? Donc, cette convention est réservée uniquement à la théorie de la mesure et de l'intégration. Il faut faire attention. Topologie de R-bar. On sait que R muni de la valeur absolue est un espace vectoriel normé. Et que les boules ouvertes de cet espace vectoriel sont les intervalles ouverts bornés non vides de R. Un ouvert de R est alors une réunion quelconque d'intervalles ouverts bornés de R. Donc, la famille notée T indice R, qui est l'ensemble de tous les ouverts de R, est une topologie sur R, appelée topologie usuelle de R. Chaque élément de TR est un ouvert de R. Bon. Puisque ici on a par définition un ouvert de R est une réunion quelconque d'intervalles ouverts bornés de R, alors cette famille, ce sous-ensemble B0 de TR, B0 c'est l'ensemble des intervalles ouverts bornés, non vides si vous voulez, de TR, est bien évidemment une base de la topologie de TR. Ça signifie que chaque élément de TR, c'est-à-dire chaque ouvert de R, est une réunion d'éléments de B0. Ça, c'est pour R. On peut définir sur R bar une topologie notée TR bar qui induit sur R sa topologie usuelle. Autrement dit, TR est la topologie induite par TR bar sur R. Ce qui veut dire que TR, c'est l'ensemble des intersections O inter R avec O décrivant TR bar. Donc, un élément de TR, c'est un élément de TR bar inter R. On la note TR bar inter R. Et on l'appelle topologie induite par TR bar sur TR. O inter R, c'est la trace de l'ouvert O de R bar sur R. C'est l'intersection de l'ouvert O de R bar avec R. Bon, notez ici que ce symbole n'est pas une vraie intersection, c'est juste une notation. Bon, parce que si on le considère comme une vraie intersection, l'intersection serait vide. Parce que TR bar est contenu dans P de R bar, par contre, R est contenu dans R bar. Donc la vraie intersection est vide. Donc là, c'est juste une notation. Ça veut dire que c'est la famille des éléments de la forme O inter R avec O appartient à TR bar. La topologie TR bar est définie par la base. On peut définir une topologie par une base. Donc la topologie TR bar est définie par la base P égale. C'est l'ensemble des intervalles AB ouverts. Et c'est ce qui est tout à fait naturel parce que on veut retrouver la topologie de R. Il faut que la topologie de R bar induit celle de R. Donc, B est l'ensemble des intervalles ouverts AB, des intervalles de type moins l'infini C, fermés du côté de moins l'infini, ouverts du côté de C, les intervalles de type D plus l'infini, ouverts du côté de D, fermés du côté de plus l'infini, avec A, B, C, D appartiennent à R et A strictement inférieur à B. Donc, un ouvert de R bar est une réunion quelconque d'éléments de B. OK?
tout ouvert de R bar est une réunion d'éléments de B. Bon, les intervalles du type A plus infini, fermés du côté de plus infini bien sûr, forment une base de voisinage de plus infini. Autrement dit, chaque voisinage de plus infini contient un intervalle de ce type. De même, les intervalles de type moins l'infini A, fermés du côté de moins l'infini, forment une base de voisinage de moins l'infini. Autrement dit, chaque voisinage de moins l'infini contient un intervalle de type moins l'infini A. Donc, je prends une suite xn d'éléments de R bar. Dire que xn converge, dire que xn tend vers plus infini dans R bar pour cette topologie, bien sûr, ça veut dire que quel que soit l'intervalle A plus infini, ou encore quel que soit A appartient à R, il existe N0 appartient à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N0, Xn appartient à cet intervalle, c'est-à-dire Xn strictement supérieur à A. Similaire la propriété est similaire lorsque Xn tend vers moins l'infini. Donc là, voilà la propriété. Grâce à la propriété précédente, si vous avez une suite Xn d'éléments de R bar, alors elle tend vers plus infini, respectivement moins l'infini, si et seulement si, quel que soit A appartient à R, il existe N0 appartient à N. C'est-à-dire que quel que soit N supérieur ou égal à N0, Xn est strictement supérieur à A, c'est-à-dire Xn appartient à l'intervalle A plus l'infini, respectivement Xn strictement inférieur à A. On démontre aussi que toute suite Xn croissante, si Xn est une suite croissante dans R bar, alors il admet une limite dans R bar. Et on a la limite de Xn quand n tend vers plus infini égale sup de Xn. N supérieur ou égal à 1. Je rappelle que la borne supérieure existe toujours dans R bar. De même, si la suite Xn est décroissante dans R bar, alors il admet une limite dans R bar, et on a la limite quand n tend vers plus infini de Xn égale l'inf de Xn, n supérieur ou égal à 1. La borne inférieure existe toujours dans R bar, ce qui n'est pas le cas dans R, bien sûr. Voilà, on remarque, et là il faut attendre à ce que le cours topologique commence. L'ensemble R bar muni de cette topologie est un espace compact maîtrisable. Maîtrisable, ça veut dire tout simplement que la topologie de R bar est associée à au moins une distance. Il existe même une infinité de distances compatibles avec cette topologie. Série à terme positif, qui est une notion très utile dans la suite, pour ce cours. Soit Xn une suite d'éléments de R bar plus. Donc les Xn sont positifs. Ils peuvent être infinis, bien sûr. Xn peut prendre la valeur plus l'infini. Donc soit Xn une suite d'éléments de R bar plus, on appelle série, comme dans le cas réel, on appelle série de termes général Xn, la suite Sn des sommes partielles dans R bar plus, définie par Sn égale sigma de k égale 0 à n xk, quel que soit n appartient à n. Donc la série de termes général Xn, c'est la suite Sn des sommes partielles. Donc, comme dans le cas réel, cette série sera notée sigma Xn. Le symbole sigma ici est libre. Rien au-dessous, rien au-dessus. OK? Comme la suite Sn est croissante et positive, bon, Sn est croissante parce que Xn est à terme positif. La suite Xn est positive. Donc la suite Sn est croissante. Il est croissante et positive, donc d'après une propriété précédente, il admet une limite positive S dans R bar. S, il appartient donc à R bar plus. Cette limite est appelée somme de la série sigma Xn et sera notée sigma de n égale 0 à plus infini Xn. On a alors S égale sigma de n égale 0 à plus infini Xn égale la limite quand n tend vers plus infini de Sn. C'est aussi la borne supérieure de Sn parce que la suite Sn est croissante. Donc la limite, c'est la borne supérieure.
OK? Donc la série, regardez, la série est notée sigma xn avec un symbole libre ici. Le symbole sigma est libre. Rien en dessous, rien en dessus. Par contre, la somme de cette série sera notée sigma de n égale 0 à plus infini xn. Donc ceci signifie la somme et cette notation signifie la série de terme général xn. Exemple, si on considère la série sigma 1 sur n, sa somme c'est plus infini. Okay. Sigma de n égale 1 plus infini 1 sur n égale plus infini. On sait que la série sigma 1 sur n est une série divergente dans R. Et elle admet une somme dans R bar. Sa somme c'est plus l'infini. De même pour la série géométrique, sigma de n égale 0 à plus infini a à la puissance n, lorsque a appartient à moins à 1 ouvert. C'est 1 sur 1 moins a, dans R et dans R bar, les deux. Bon, une propriété importante, il sera utile pour la suite. Voilà. C'est une remarque. Si Xn est une suite d'éléments de R bar plus, il est clair que sa somme, la somme existe toujours, hein, dans R bar bien sûr. Parce que c'est la limite de Sn, et Sn est une suite positive croissante. Donc il admet toujours une limite. C'est aussi la borne sup. Donc sigma de n égale 0 à plus infini de xn, c'est la borne supérieure de cet ensemble. Cet ensemble est formé par toutes les sommes finies d'éléments de la suite xn. J est inclus dans n et J est fini. J est quelconque, bien sûr. Donc, la somme de la suite de la série sigma xn, c'est la borne supérieure de l'ensemble de toutes les sommes finies de la suite xn. En effet, si J est inclus dans n fini, et si nj égale max j, le max de j existe, puisque j est inclus dans n et j est fini. Donc si j est une partie finie de n, et si nj égale max de j, alors on a sigma sur j appartient à j de xj est inférieur à ou égal à Sn, quel que soit n supérieur ou égal à nj. Bon, parce que Sn, c'est sigma de k égale 0 à n de xk. Donc cette somme contient tous les xj tels que j appartient à j. Donc cette somme est inférieure ou égale à Sn puisque la suite xn est à terme positif, quel que soit n supérieur ou égal à nj. Donc en passant à la limite ici sur n, vous avez cette somme est inférieure ou égale à s. Okay? Quel que soit j, cette somme-là est inférieure ou égale à s, c'est-à-dire la limite de Sn, quel que soit j. En passant à la borne supérieure ici, vous obtenez donc sup de cet ensemble inférieur ou égal à s, c'est-à-dire à la somme de n égale 0 à plus infini xn. L'autre inégalité est triviale. En passant à la deuxième partie de cette vidéo, limite supérieure et limite inférieure. Commençons par le cas d'une suite d'éléments de R bar. Soit Xn une suite d'éléments de R bar, positive ou négative, peu importe, ou quelconque, une suite quelconque d'éléments de R bar. On appelle limite supérieure et limite inférieure de la suite Xn les éléments de R bar. Notez respectivement, comme ça, lim avec une barre au-dessus de Xn et lim avec une barre au-dessous de Xn est défini par la limite sup de Xn est égale à l'inf quand n supérieur ou égal à 1 de sup de xp quand p est supérieur ou égal à n. Et la limite inf de Xn, c'est l'inverse. C'est le sup quand n supérieur ou égal à 1 de l'inf quand p supérieur ou égal à n de xp. Donc ici, pour calculer la limite supérieure ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour tout n supérieur ou égal à 1 fixé, on calcule sup de xp lorsque p est supérieur ou égal à n. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient un élément de R bar
parce que la borne supérieure existe toujours dans R bar, un élément de R bar qui dépend de n, que je note yn. Donc j'obtiens l'inf quand n supérieur ou égal à 1 de yn. Et notez que cette suite yn est une suite décroissante. Yn est supérieur ou égal à yn plus 1, quel que soit n. De même ici, bon, pour calculer cet élément de R bar, pour tout n supérieur ou égal à 1 fixé, on calcule cette borne inférieure, l'inf de xp lorsque p est supérieur ou égal à n. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Hein? On obtient un élément de R bar, la borne inférieure existe toujours, okay, dans R bar, on obtient un élément de R bar qui dépend de n, que je note Zn par exemple. Donc j'obtiens sup, lorsque n supérieur ou égal à 1 de Zn. Et il est clair que la suite Zn est une suite croissante dans R bar. Donc c'est pour cette raison qu'on a la limite sup de xn égale la limite de Zn, de yn. Hein? Parce que la suite yn est décroissante. Donc sa borne inférieure, c'est sa limite. Okay? De même ici, la suite Zn, j'ai noté Zn ici, est croissante. Donc sa borne supérieure ici, c'est sa limite. Donc on peut mettre ici soit la borne inférieure, soit la limite. Et ici on peut mettre soit la borne supérieure, soit la limite, selon le besoin. OK? Exemple. Soit la suite xn, n appartient à n définie par xn égale n si n est pair, et xn égale 0 si n est impair. Donc en utilisant la définition précédente, on vérifie facilement que la limite sup de xn égale plus infini et la limite inf de xn égale 0. Il suffit de remplacer dans la définition. Bon, on peut l'obtenir facilement en utilisant cette proposition. La limite supérieure, respectivement inférieure d'une suite d'éléments de R bar est la plus grande, respectivement plus petite valeur d'adhérence de cette suite dans R bar. Donc la limite supérieure d'une suite xn dans R bar, c'est la plus grande valeur d'adhérence de cette suite. Et la limite inférieure de xn, c'est la plus petite valeur d'adhérence de cette suite. Bon, on rappelle qu'une valeur d'adhérence d'une suite xn, c'est la limite d'une sous-suite de cette suite. OK? Donc, si je reviens à cet exemple, là, vous avez deux suites, n et 0. N tend vers, vous avez la suite, cette sous-suite-là. Si vous voulez, x2n égale 2n. x indice 2n égale 2n. Ça tend vers plus infini. Et x2n plus 1 égale 0. Ça tend vers 0. Donc là, vous aurez la plus grande valeur d'adhérence, c'est plus infini, et la plus petite valeur d'adhérence, c'est 0. Ce qui montre alors que la limite supérieure de xn, c'est plus infini, et la limite inférieure de xn, c'est 0. Bon, l'intérêt de ces deux notions, de la limite inférieure et la limite supérieure, c'est qu'ils existent toujours, quelle que soit la suite xn, contrairement à la limite. La limite d'une suite d'éléments de R bar n'existe pas nécessairement dans R bar. Moins 1 à la puissance n n'admet pas de limite dans R bar. Mais il admet une limite inférieure et une limite supérieure. La limite inférieure, c'est moins 1, la limite supérieure, c'est 1. Corollaire. Une suite, d'après ce qui précède, une suite xn d'éléments de R bar admet une limite dans R bar seulement si on a la limite supérieure de xn égale la limite inférieure de xn. Et dans ce cas, bien sûr, la limite de xn, c'est la limite inférieure, c'est aussi la limite supérieure de xn. Parce que xn admet une limite veut dire que xn dans R bar signifie que xn admet une seule valeur d'adhérence dans R bar. Donc, cette valeur d'adhérence, en même temps, c'est la plus petite valeur d'adhérence et la plus grande valeur d'adhérence. Donc, xn admet une limite dans R bar seulement si la limite supérieure de xn égale la limite inférieure de xn. Quelques propriétés. On considère deux suites xn, yn d'éléments de R bar. Alors, on a les propriétés
suivante. Ou ici, on suppose que toutes les sommes considérées sont supposées définies. C'est pour éviter le cas plus infini moins l'infini, qui n'est pas défini dans Arba. Donc, cette somme est supposée définie. Cette somme-là, elle est supposée définie. Cette somme-là est supposée définie. Cette somme-là est supposée définie. Et cette somme-là est supposée définie. Je reviens à la propriété A, qui est une propriété simple, qui découle de propriétés similaires des bornes supérieures et inférieures. La limite inférieure de xn égale moins la limite sup de moins xn. Deuxième propriété, la limite inférieure de xn est inférieure ou égale à la limite supérieure de xn. C'est évident parce que la limite inférieure de xn, c'est la plus petite valeur d'adhérence de xn, et la limite supérieure, c'est la plus grande valeur d'adhérence de xn. Troisième propriété, limite. On démontrera ces propriétés en TD. Donc, troisième propriété, limite inf de xn plus limite inf de yn, c'est-à-dire la somme des limites inf. La somme des limites inf est inférieure ou égale à la limite inf de la somme, qui est inférieure ou égale à la limite inf de xn plus, à la limite sup de xn plus la limite inf de yn. Il est aussi inférieur ou égal à la limite inf, je peux mettre ici la limite inf ici, et ici la limite sup. Les deux inégalités sont vraies. Qui est inférieur ou égal à la limite sup de la somme, qui est inférieur ou égal à la somme des limites sup. Ces inégalités peuvent être strictes. Attention, on n'a pas nécessairement l'égalité ici. Pas nécessairement. Ces inégalités peuvent être strictes, voire TD. En particulier, si xn tend vers L dans R bar, L est un élément de R bar, bien sûr. Donc, si xn tend vers L dans R bar, alors là, on a l'égalité. La limite inférieure de xn, la limite inférieure de xn plus yn égale L plus la limite inf de yn. L, c'est la limite de xn. C'est aussi la limite inf, bien sûr. C'est aussi la limite sup. Okay? Et la limite sup de xn plus yn égale L plus la limite sup de yn. L, c'est la limite, c'est aussi la limite sup de xn. Voilà, donc c'est la fin de cette séance de révision. Bon, la prochaine fois, Inch'Allah, on commencera le cours d'intégration. On commencera par le cas d'une suite de fonctions ici. Parce que ça, c'est nouveau pour vous. OK?